Bonjour, chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis avec, oui, David Saint-Onge, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises sur la chaîne. On a parlé de Bitcoin. Aujourd'hui, on parlera pas de Bitcoin, mais on va parler d'un sujet qui est connexe. On va parler de l'inflation, de l'hyperinflation, parce que David a publié récemment une série de vidéos qui couvrent ce sujet-là. D'ailleurs, le lien dans la description si vous voulez visionner les vidéos. Alors, David, j'espère que ça va bien. Je veux dire, oui, ça va bien, mais Gabriel, merci de me recevoir pour parler d'inflation. C'est un sujet qui me passionne. Bon, mais regarde, allons-y tout de suite avec la première question. Lorsque j'ai visionné tes vidéos, eh bien, la première question qui m'est venue à la tête, c'est pourquoi? Parce que la première chose qu'on va faire, c'est définir c'est quoi l'inflation. Puis, ce qui est important de comprendre pour nos auditeurs, c'est qu'à travers le temps, cette définition de ce qu'est l'inflation a changé. On est parti d'une définition qui parlait de l'expansion de la masse monétaire pour maintenant une définition qui fait référence à la hausse des prix. Alors, pourquoi cette définition a changé? Excellente question. Je pense que ça a tout à fait rapport avec l'évolution de la langue. En partant, il y a beaucoup de mots comme ça que son usage change. Pour l'inflation, c'est intéressant parce que son changement d'usage est comme nécessaire à cause de toutes les nouvelles, toutes les théories économiques qui en parlent. Parce que c'est pas toutes les théories économiques qui sont d'accord avec le fait que de l'inflation, c'est causé par l'augmentation de la masse monétaire. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler pas mal dans cette vidéo-là. On va sûrement souligner les différentes visions des autres, de différentes euh, théorie monétaire par rapport à l'inflation, c'est sûr qu'on va en parler parce que moi, dans tout ce que j'ai étudié, j'en suis venu à la conclusion que l'inflation, l'hyperinflation, la haute inflation, tout ça, c'est définitivement causé par l'expansion de la masse monétaire, mais c'est pas toutes les théories économiques qui sont d'accord avec ça. Donc, ça, on va avoir un terrain d'entente sémantique, un endroit pour pouvoir en discuter. On ne peut pas utiliser malheureusement la définition qui parle en fait de la raison, de la cause de l'inflation, qui est l'expansion de la masse monétaire. Tu as raison, historiquement, ça part de là. La racine du mot inflation, ça part de la réalisation que quand on augmente la masse monétaire, les prix augmentent. Originellement, c'est comme ça. Mais ça a évolué avec le temps parce que maintenant, quand on parle d'inflation, on parle des effets de l'expansion de la masse monétaire, qui est la hausse généralisée des prix. En passant, c'est super important le mot généralisé ici. Et ce que je rajouterais, moi, ce qui me tracasse le plus, c'est pas le passage de définition de l'expansion de la masse monétaire ou de la hausse de prix généralisée. C'est plus maintenant que l'inflation, ça désigne plutôt l'IPC, l'indice du prix à la consommation. Et ça complique les choses quand on parle d'inflation parce que quand on parle avec un économiste ou des gens qui sont pas d'accord avec les théories que la masse monétaire cause l'inflation, ben là, ils vont vous dire, dans telle année, on a augmenté la masse monétaire, puis il n'y a pas eu d'inflation. Mais l'inflation qui parle, eux, c'est l'indice du prix à la consommation, qui est une façon de calculer l'inflation, mais ça ne calcule pas tout. On va sûrement en parler dans la vidéo. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est cet aspect-là, c'est en plus de changer la définition, on a changé la façon de mesurer avec le temps cette inflation-là. Et tout ça, c'est au service du gouvernement dans un sens, parce que ça donne des beaux chiffres. Euh, et ben, les gouvernements après peuvent dire, bon, on a imprimé de l'argent, mais c'est pas ça qui cause de l'inflation. Ils ont toutes sortes de raisons, comme Beyoncé. Hein? Je ne sais pas si tu avais vu cette Ouais. nouvelle-là passer, le Financial Times, qui dit qu'en Suède, l'inflation cet été, durant un mois, ben, c'était à cause de Beyoncé. Il y a Taylor Swift aussi qu'on peut blâmer pour l'inflation. Voilà. Bon. Donc, on va certainement revenir là-dessus. Oui, À travers les vidéos que tu as produites, tu parles beaucoup de l'historique de l'inflation. Là. oui, Tu parles de l'Empire romain, même avant ça dans certains cas. oui. Puis, une chose que j'ai remarqué, c'est que partout où il y a eu de la monnaie, pardon, il semble avoir eu de l'inflation. Donc, ça me fait dire, est-ce que l'inflation est une caractéristique de la monnaie? Est-ce que ça vient ensemble, puis c'est inévitable d'avoir cet ensemble-là? Ouais, je pense que oui. Si on peut,
pour répondre à cette question-là, j'aime bien partir à l'envers, dans le sens que, en y allant par les types de monnaie, si on part à l'envers, dans le sens où on parle de la monnaie qui a le plus d'inflation, c'est évidemment la monnaie fiat, la monnaie d'État. Donc, une monnaie qui n'est pas liée à aucune marchandise, qui est juste générée soit par les banques ou par les banques privées ou les banques centrales en émettant du crédit, ben, cette monnaie-là est très inflationniste. On est d'accord, on peut en créer à la volée sans contrainte. Ça, c'est très inflationniste. Ça peut être très inflationniste. Après ça, tu peux avoir de la monnaie papier qui est basée sur des commodités, comme disons à l'étalon or. Ça aussi, ça peut être inflationniste parce qu'il y a de la réserve fractionnaire qui existe. Donc, à travers l'histoire, on a eu des réserves, des systèmes bancaires avec des réserves fractionnaires. Avant 1971, avant le choc Nixon, ben, disons à l'ère Bretton Woods, là, ben, je pense que c'était autour de 30 là, les réserves d'or comparées aux billets. Fait qu'encore là, c'était inflationniste, mais moins que la monnaie fiat parce qu'il y avait une certaine limite. Après ça, ben, tu as vraiment une réserve bancaire à 100 Ça, c'est moins inflationniste parce que chaque billet papier équivaut à des espèces, des vraies pièces de monnaie. Ça, c'est moins inflationniste que la réserve fractionnaire. Après ça, tu as des pièces directement. Mais ça aussi, ça peut être inflationniste, des pièces, même si c'est des pièces en or puis des pièces en argent, parce qu'on peut diluer la pièce. Hein. C'est ce qui est arrivé à l'Empire romain, puis à différents empires à travers le temps. Les différentes autorités, ils ont dilué littéralement, au lieu d'avoir 98 d'argent dans la pièce, à un moment donné, il y en a 80, 70, 50, puis à la fin, il n'y en a plus du tout. Fait que même les pièces de monnaie en métal précieux peuvent subir une sorte d'inflation. Donc ça, on appelle ça une, euh, euh, une dévaluation là, de la monnaie. Il dilue le métal. Puis même au bas de la ligne, même l'or et l'argent pur peut avoir de l'inflation. Ça, c'est avec les afflux de nouveaux stocks d'or. Il y a 1 d'or qui est ajouté par année environ par le minage. Bien, ça dilue le stock d'or. Donc, c'est une forme d'inflation, même pour une monnaie aussi dure, en fait, que l'or. Donc, ton postulat de dire est-ce que la monnaie qu'on connaît est toujours inflationniste, ben oui, à différents niveaux. Même Bitcoin, en ce moment, est inflationniste. Il y a un apport de nouveaux Bitcoin à toutes les 10 minutes. Il y a des blocs qui sont trouvés, des Bitcoins qui sont ajoutés. Éventuellement, le Bitcoin va cesser d'émettre de la monnaie en 2140. Il va cesser d'émettre des Bitcoins. À ce moment-là, ben, il y en aura. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une quantité totale, mettons, de Bitcoin. On ne peut pas dépasser 21 millions. Mais bon, en ce moment, il est quand même un peu comme l'or. Il y a un stock qui est ajouté. Donc, je vous ai fait une espèce de spectre où on voit que toutes les monnaies, d'une manière ou d'une autre, sont inflationnistes. La petite statistique intéressante que je pourrais vous dire par rapport au stock de métal précieux, c'est qu'il y a eu une période qui s'appelle la révolution des prix du 15e au 17e siècle en Espagne. Donc, tous les afflux de métaux précieux qui venaient du Nouveau Monde, donc les mines qu'ils trouvaient en Amérique, mais ça a amené un afflux de nouveaux métaux, puis il y avait une inflation de prix de 1,5 à 2 en Europe. Et ça, c'était pas commun. Ils ont appelé ça la révolution des prix. Et le parallèle qui est intéressant toujours à faire, c'est qu'on réalise que c'est supposé d'être l'inflation que nous, on vit à toutes les années, 1,5 à 2 Puis à cette époque-là, ça a été une révolution littéralement, tellement qu'ils n'étaient pas habitués que les prix changent. Donc, pour conclure, oui, la monnaie, en général, ça a toujours été inflationniste, mais il y a eu des époques où il n'y avait pas du tout d'inflation. Et c'était pas du tout la norme d'avoir de l'inflation et même un afflux énorme euh, de, de métal précieux durant l'époque des découvertes, l'époque des explorateurs, ben ça a causé une inflation qui était modeste comparée au standard d'aujourd'hui. Puis à ce moment-là, c'était une véritable révolution. Voilà. Mais c'est comme si que les monnaies avaient essentiellement deux types d'inflation. J'explique ma pensée. Oui, Donc, la monnaie peut avoir une inflation qui serait dite comme naturelle. Par exemple, les monnaies marchandises, oui, genre l'or. Évidemment, la production augmente à chaque année. Bon, il y a de la nouvelle or qui entre sur le marché. oui, Puis, il peut y avoir une inflation artificielle. Donc, là, c'est le pouvoir qui émet la pièce de monnaie, qui va diluer, par exemple, la quantité de métal
dans la pièce pour s'approprier finalement une partie du pouvoir d'achat de ceux qui détiennent d'autres pièces de Exactement. monnaie. Euh, Exactement. Lynn Alden mentionne ça dans son nouveau livre qui s'appelle Broken Money, que je recommande à tout le monde. Et ce qu'elle mentionne, c'est que selon, pour elle, la monnaie marchandise, autant la monnaie marchandise que la monnaie fiat, c'est des registres. Ça reste des registres. Il y en a un que la rareté de la monnaie est gérée par la nature. Donc, mettons, l'or, c'est la nature qui gère la limite. Puis dans la monnaie fiat, ben, c'est les autorités qui gèrent la limite. Donc, les deux, c'est une technologie qui se ressemble. Pourquoi une pièce d'or serait un registre? Ben, c'est la personne qui le possède. Comment on fait pour savoir que ben, c'est la personne qui le possède? C'est comme un registre de possession. C'est avec un jeton qui est la pièce d'or, littéralement. Puis la rareté est gérée par la nature. Tandis que dans l'unité fiat, ben, le registre peut être ben, en fait, avec l'or, c'est la même chose. Tu peux avoir un registre dans le sens que ça peut être de la monnaie scripturale qui est basée sur l'or un pour un. Puis dans le monde fiat, tu as un billet où tu as des chiffres dans une base de données. Puis la rareté, la masse totale de la monnaie est gérée par une autorité. Fait que les deux, c'est la même technologie, mais il y en a un qui gère la rareté. Les deux gèrent la rareté différemment. Il y en a un, c'est la nature. Puis dans Bitcoin, ben, c'est un algorithme, les mathématiques, qui décide, c'est du code qui décide de la rareté du médium d'échange. Voilà. mais là où je voulais en venir avec ça, avec Oui, ces deux types d'inflation-là, oui, c'est le fait que la monnaie, historiquement, puis là je fais référence aux cours que tu as publiés, aux vidéos que oui, tu as publiées, a été centralisé. Donc le pouvoir là, je dirais, de création monétaire a été centralisé parce que c'est un pouvoir important, parce que justement, ça accorde aux détenteurs de ce pouvoir-là le potentiel de créer cette inflation artificielle et de s'enrichir par le fait même. tout à fait. Donc, est-ce que l'inflation ou la capacité de créer de l'inflation est une des raisons pour laquelle la monnaie a été centralisée par les États à travers l'histoire? Ouais, les États ont toujours, même avant qu'ils puissent créer de la monnaie, de l'inflation, là, diluer la monnaie, tout ça par l'inflation, il y avait un concept qui s'appelait le seigneuriage. Dans le fond, les hôtels de la monnaie, les mints, chargeaient un coût aux gens qui amenaient des métaux précieux pour frapper des pièces. Quand on standardisait les pièces, quelqu'un amenait des métaux précieux, ben, il chargeait un frais là, pour fabriquer la pièce. Déjà là, il y avait du seigneuriage. Et après ça, ben, ils ont découvert qu'en diluant la monnaie, ben, ils pouvaient se financer. Littéralement, il y a des guerres comme ça. Ça part de la Rome, de la Grèce antique pour les guerres Pénélopénèse, en tout cas. Bon, c'est Sparte contre la Grèce. Puis après ça, c'était les guerres puniques. C'était Carthage. Carthage contre Rome. Bon, en tout cas, à ce moment-là, dans ces deux événements-là, ils ont dilué les pièces de monnaie pour financer la guerre. Un autre exemple de ça, je trouve super intéressant, c'est les maravédis en Espagne. Tu sais, on parlait tout à l'heure des Espagnols qui avaient beaucoup de métal précieux. Dans leur propre pays, pour diluer la monnaie, ben, ils utilisaient des pièces en cuivre. Puis ces pièces-là, c'est des maravédis. Puis donc, pour les diluer, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rappelaient les pièces. Donc, les gens, là, ils prenaient leurs pièces dans leur besace, puis ils traversaient le pays. Ils allaient jusqu'à l'hôtel de la monnaie, puis ils échangeaient deux pièces, puis ils en recevaient une en échange. Puis l'hôtel de la monnaie faisait, c'est il étampait deux dessus. Puis on fait ça plusieurs fois. La mienne, c'est écrit 8. Je pense qu'on peut voir l'ancien 4 dessus. Donc, il a été étampé plein de fois. Donc, à chaque fois, il doublait la masse monétaire. Donc, les gens ramenaient deux pièces, ils repartaient avec une, mais sa pièce valait une pièce marquée 2, ça valait deux pièces qu'il avait ramenées qui n'étaient pas marquées 2. Fait que ça, c'est une autre forme de seigneurage, une autre forme de dilution. Puis ce qui arrivait, c'est que les autorités qui gardaient la pièce, bien évidemment, eux faisaient le profit, le double de profit à chaque fois. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi ils font ça? Ben, j'ai l'impression qu'avec le temps, les autorités prennent de plus en plus de responsabilités. Il faut que ça se finance. Les taxes, c'est pas super populaire. Donc, évidemment, les autorités éventuellement ils comprennent que ben, si on diluait un peu la monnaie, peut-être les gens ne s'en rendraient pas compte, puis on va pouvoir se financer. Puis l'extrême de ça, ben, si on le vit aujourd'hui, c'est que là, il n'y a plus aucun lien
entre. Ben, en fait, c'est que le coût marginal pour produire de la monnaie est de zéro. Donc, ils ont tout changé les théories économiques pour maintenant dire que c'est un flux, tu sais, puis c'est important d'en créer plus pour assurer une économie qui va être optimale, puis gérer le taux d'emploi. Christine Lagarde qui nous dit qu'on devrait préférer avoir un emploi que d'avoir de l'épargne. Dans le sens, elle dit que oui, on dilue, elle dit littéralement, oui, oui, on comprend qu'on dilue votre épargne, mais vous devriez être content de travailler, puis vous travaillez parce qu'on a créé de la monnaie en amont. C'est ça les théories. C'est pour ça qu'au début, je te parlais que je te parlais au début qu'on a changé la définition de l'inflation. Ben, si c'est sûr que si on veut parler de ce que je viens de parler, on ne peut pas parler d'expansion de masse monétaire en tant qu'inflation, ça ne fera pas de sens. C'est pour ça qu'on parle de hausse de prix. Fait qu'eux, ils font la déconnexion complète de la masse monétaire et l'inflation. Ce n'est pas du tout lié selon eux. Il y a toutes sortes d'autres explications. Et c'est ça. Et ce que je viens de te dire, c'est la théorie keynésienne, dans le fond, de dire que c'est super important de gérer l'économie. J'entends souvent ça là, dans les gens qui sont fans de ça, qu'on parle de politique monétaire plus ferme ou plus avec la monnaie plus dure. Ben là, ils vont dire, ben là, si on fait ça, l'économie va s'effondrer, comme s'il n'y aurait pas d'économie si on n'injectait pas de la monnaie. T'sais. Évidemment qu'injecter de la monnaie, ça cause plus d'économie. On est d'accord là-dessus, mais c'est qu'il y a un prix à payer en arrière, en dévaluation, en inflation, en perte de pouvoir d'achat. Tout ça, c'est pas magique. Là. Il y a quelqu'un qui paye en quelque part. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que les États ont de plus en plus de responsabilités, puis ils trouvent des moyens de se financer. La dévaluation de la monnaie, c'en est un. Ça fait des centaines d'années que ça existe, puis on le vit encore aujourd'hui. Et je pense que c'est lié aussi à l'évolution de la finance, puis à la fameuse État-providence, dans le sens que à un moment, on a inventé les assurances, puis petit à petit, au cours des siècles, c'était au 18e siècle qu'on a inventé les assurances. Puis, petit à petit, l'État-providence a été créé. Ils ont rapatrié le concept des assurances, par exemple, sur les assurances emploi, sur les assurances, l'assurance santé, tout ça. Et ben, il faut financer ça. Et une des façons de faire ça, ben, c'est en imprimant de la monnaie. Fait que ça les pousse. Une fois qu'ils ont saisi, ils ont pris le monopole de la monnaie, ben, c'est facile pour eux de l'utiliser pour financer des programmes sociaux. Puis il y en a plein qui sont d'accord avec ça. Des gens avec qui je discute de ces sujets-là, ils disent oui, mais c'est important qu'on crée de la monnaie pour soutenir tous ces programmes-là. Selon eux, euh, ça améliore, disons, la qualité de vie dans un sens. Peut-être, c'est sûr qu'on vit mieux aujourd'hui qu'il y a 150 ans, mais il faut quand même regarder les effets qu'on a en arrière après ça au niveau de l'inflation, perte de pouvoir d'achat et ainsi de suite. Donc, c'est pas magique, mais je pense que c'est ça, Gabriel, qui pousse les gouvernements à centraliser la monnaie. C'est pour se financer puis pour payer leurs plus en plus grandes responsabilités face à nous. Voilà. Donc, en fait, si je résume, c'est essentiellement une taxe qui Ouais. nous est imposée, une taxe pour laquelle on n'a pas voté, qui Voilà. vient, je vais dire, voler ou spolier ou saisir Saisir est le mot que notre je préfère. pouvoir d'achat. Ouais. Parce que si euh, moi je travaille puis je gagne un certain montant, puis que après ça, on vient d'évaluer le médium dans lequel je conserve mon pouvoir d'achat, ben essentiellement, on vient voler mon temps, qui est la ressource la plus rare qui existe sur la On est tout à planète. fait d'accord. Ouais. Donc On est c'est un d'accord. drame humain. C'est un drame humain qui est pas compris, je pense, à travers la C'est population. Puis c'est la raison pour laquelle c'est un outil qui est utilisé à outrance, je pense, par les tout gouvernements, à parce fait. que en anglais, ils disent, c'est comme une citation fameuse, que l'inflation, c'est une hidden tax, donc une Taxe taxe qui est cachée. cachée. Cette spoliation, elle se fait de plusieurs façons. Tu l'as mentionné, par exemple, avec les pièces de métal. Là, on n'est plus là aujourd'hui. Donc, à travers l'histoire, de quelle façon l'inflation a été imposée sur les populations? Quelles ont été les différentes méthodes pour en arriver à créer plus de monnaie? Ben, c'est ça. Au départ, c'était tout simplement avec les pièces, disons, si on retourne en Grèce antique ou à Rome, c'était juste de diluer les pièces. Donc, on mettait comme
À Rome, là, ben, j'ai un exemple ici. Ça, c'est une pièce qui date, disons, du deuxième siècle, début du deuxième siècle. On voit bien qu'il y a de l'argent là. C'est un vrai denier, c'est un denarius, OK? Puis ça, ben, il y avait peut-être, je sais pas moi, entre 70 puis 90% d'argent selon l'année. Il y a des graphes sur Internet qu'on peut voir. Tu vois que ça descend comme ça. Au début, il y avait 98% de monnaie quand ça a été mis en place, cette monnaie-là. Puis à la fin, il y avait 0%. J'ai un exemple de pièce à la fin. Ça, c'est bien ben spécial. C'est un Antoninianus. Là, vous voyez rien, vous, c'est comme juste foncé parce que c'est une pièce au final, c'est une pièce en cuivre qui était juste trempée probablement dans l'argent. Puis ça, ce qui est fou, c'est que cette pièce-là est 1,5%, une fois et demi le format du denier, puis elle valait 2 deniers. Fait en partant, elle était juste 50% plus grosse. Mais en plus, il n'y avait pas d'argent dedans. Sais. Fait que c'était l'équivalent de 2 deniers étrangement. Fait que ça, c'est un Antoninianus. Ça fait que ça, c'est une façon aussi c'est une autre façon d'évaluer. Tu sors une nouvelle pièce, tu dis elle vaut 2 fois l'autre, mais elle est juste une fois et demie plus grande. Puis en plus, à l'époque, elle était brillante, là, s'il y avait de l'argent dessus, mais au final, avec le temps, c'est tout enlevé. Puis là, c'est une espèce de pièce en cuivre LED qui vaut rien. Euh, Après ça, ben, les maravédis que j'ai expliqués, ils étaient en paix dessus. On a aussi la monnaie papier. La première expérimentation de monnaie papier, une des premières, c'est John là. Ben non, ben, c'est arrivé en Asie. Là. J'ai moins lu là-dessus, mais en Asie, il y a eu beaucoup d'expériences. C'est les premiers qui ont fait de la monnaie papier, mais je les connais moins. Une que je connais le plus, c'est ce qui est arrivé avec John là en France. C'est dans le fond, c'est quelqu'un qui était près du pouvoir puis qui a réussi à créer comme une espèce de monnaie papier en France. Ça a causé un désastre. D'ailleurs, ça a causé une des premières bulles. C'était de la compagnie du Mississippi. Ils vendaient des actions puis ils imprimaient de la monnaie. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils imprimaient de la monnaie. Les gens allaient acheter des actions. La compagnie valait une fortune puis tout ça a crashé éventuellement, quand il s'est rendu compte que il se passait rien au Mississippi, c'était pas du tout vrai ce qui se passait. Les colons arrivaient là-bas, il n'y avait rien à faire, puis c'était comme toute une débandade totale, fait que ça a causé une grosse bulle d'action, puis ça l'a crashé. Et ce que je voulais montrer, c'est après, 100 ans plus tard à peu près, ben, il y a eu les assignats, les fameux assignats en France. Ça, c'est la première vraie hyperinflation de l'histoire. Ça, c'est 1793. C'est des vrais en passant, c'est des vrais billets, ils sont flambant neufs, c'est ça qui est fou. En plus, j'ai acheté ça sur eBay. Et voilà, c'est des assignats, en fait, ils sont même pas coupés, même. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc, ça, c'est un exemple. C'est juste de la monnaie papier. C'était basé sur rien. Puis, ils en ont imprimé des millions. D'ailleurs, j'ai même, Gabriel, j'ai les textes de loi dans un de mes cartables que j'ai trouvé originaux de la fin du 18e siècle qui explique que j'ai même des tableaux de combien d'assignats vont dans chacune région, des régions de la France. Ça se compte par millions. Là. Bon, on va envoyer tant de millions d'assignats là, on va envoyer tant de millions d'assignats ici. Puis j'ai plusieurs textes de loi qui disent, bon, on est rendu à la 5e impression, on va en imprimer 400 millions. On est rendu à la 6e impression, on va en imprimer 800 millions de billets comme ça. J'ai même un texte de loi qui parle d'une Madame Lagarde, en plus, c'est ça qui est intéressant, qui a une imprimerie. Puis ils ont fait un contrat de gré à gré avec elle pour accélérer l'impression des assignats parce que quand on tombe en hyperinflation, ben, on manque de monnaie parce que la monnaie elle va pas assez cher et ainsi de suite. Donc, j'ai même ce texte de loi-là où ils disent, bon, ben là, il faut demander à Madame Lagarde d'imprimer plus vite pour qu'on puisse répondre à la demande. L'autre fait bien intéressant que j'aime parler par rapport à la dévaluation, je trouve que ça fait un lien entre les monnaies fiat et les caractéristiques d'une bonne monnaie. Vous allez comprendre. Ça, c'est un billet, ça s'appelle un Swiss dinar. Ça ne vient pas de la Suisse, c'est un billet de l'Irak. On reconnaît notre ami Saddam Hussein. Et ça, à l'époque, c'était c'est les meilleurs billets de la région au Middle East. Ils appelaient ça le Swiss dinar parce que tous les gens suisses, dans le sens de qualité, c'était la monnaie qui était la plus de confiance à cette époque-là. Le 25
un 25 dinars, ça valait cher, là. Ça valait plus que 25 piastres, bien 25 dollars US. Je me souviens plus du tout, malheureusement, mais c'était pas, ça valait pas une pièce, un billet comme ça valait assez cher. C'était une bonne monnaie. Puis la raison, c'est que les gens faisaient confiance à la Banque centrale, l'Irak, qu'elle imprimait pas trop de billets. Puis les billets étaient d'une superbe qualité, ils étaient faits en Angleterre. Il y a eu l'invasion. Ils ont perdu le droit d'imprimer. À cause des restrictions internationales, là, de ce qui s'est passé à cause justement des guerres du Golfe, ils ont fait affaire avec la Chine. Fait qu'ils ont fait d'autres billets comme ça, chinois. OK? Et ils étaient beaucoup de moindre qualité, puis on ne sait pas s'ils en imprimaient énormément. Donc, dans les marchés, sur les places de marché, les produits avaient un prix différent s'ils étaient cotés s'il était payé, pardon, en billets en Swiss dinar ou s'il était payé en dinars chinois, c'était toujours de l'Irak, mais fait en Chine. Donc, c'est juste dire que les gens n'étaient pas dupes. Ils comprenaient que ces billets-là, en fait, ils étaient facilement aussi faire la contrefaçon. C'était facile à copier, ces billets-là. Puis ceux-là étaient difficiles à copier parce que c'était des billets de qualité. Fait qu'ils faisaient plus confiance à la vieille monnaie qui savait qu'il ne pouvait pas être imprimé plus, puis c'était des bons billets. Fait qu'il y avait un prix moins cher pour ces billets. Les denrées étaient vendues moins cher en Suisse dinar Donc, ça, ce que ça montre, c'est au-delà du fiat monnaie qui est basé sur rien, la qualité du médium était importante parce que les gens jugeaient que ça, c'était plus rare que ça, tout simplement. Ça, je trouve ça bien intéressant. Et dernier point sur la dévaluation, ça, c'est la dévaluation qui va probablement frapper le plus de monde. C'est souvent quelque chose qu'on ne se rend pas compte, que les gens ne sont pas nécessairement au courant. C'est les fameux dollars US. Donc, en 1928, ça, c'est un billet de 1928. Ce qui est écrit, le petit texte en haut à gauche, qui est écrit en tout petit que vous ne voyez pas, c'est écrit que c'est remboursable en or. OK? Redeemable in gold. Puis en 1934, c'est plus écrit Redeemable in gold, c'est écrit Legal Tender. C'est la mention qu'on voit maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand les deux, de 1928 à 1934, je pense qu'en 1933, il y a eu l'ordre exécutif 6102 qui a saisi tout l'or. Donc, tout l'or des Américains en lingots, donc en pièces ou en lingots, tout l'or monétaire a été saisi. Et les autorités ont échangé un once d'or pour 20 et 67 US. On va dire 20 dollars US. Donc, ce billet-là achetait une once d'or en 1928. Combien ça vaut une once d'or aujourd'hui, Gabriel? À peu près Autour de 2000 2000 dollars. dollars. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'est dire que le pouvoir d'achat en or en 1928 de billets de 20 dollars était de 2000. Ensuite, en 1934, c'était plus échangeable en or, mais en plus, en 1934, ils ont réévalué l'or à 35 dollars l'once. Donc ça veut dire que si vous vouliez, là, vous avez obtenu un billet de 20 dollars en échange de votre once d'or. Si vous vouliez racheter un once d'or, là, ça ne vous coûtait plus 20 dollars, ça vous coûtait 35 dollars. Donc, ça coûtait 40 plus cher. Donc, ça veut dire que la monnaie a été dévaluée. Votre billet qu'ils vous ont échangé, il n'achetait plus la même valeur. Il achetait moins d'or. Fait qu'ils ont dévalué la monnaie de tout le Pratiquement monde. de 50%. Oui, presque de 50 de 40 disons, comme ça, par un décret, parce qu'à cette époque-là, en passant, le prix de l'or était comme dicté. Là. Ça a été 20 l'once, 20 et quelque chose, mettons, au moment où ils ont mis la loi, c'était 20,67, mais avant ça, ça variait de quelques cents, comme ça. C'était géré. Par une autorité. Mais bon, après ça, d'un coup, ils ont dévalué comme ça le dollar US. Fait que ça, c'est une méchante dévaluation. Là. Ils ont dévalué leur monnaie tout d'un coup. Et en passant, ça, 6 ans après avoir saisi l'or de toute la population. Donc, imaginez le deal que le gouvernement a fait. Il a acheté l'or à 20$, puis après ça, il pouvait le revendre à 35$, tout ça en 6 ans. Méchant deal. C'est complètement hallucinant. Puis pour que Ouais. les gens comprennent bien l'ampleur de cette dévalorisation du dollar, donc celui qui, avant 1933, avait son 20 dollars en papier, puis qui l'échangeait contre un once d'or, puis qui aurait désobéi, par exemple, à la loi qui lui demandait d'aller redonner son or au gouvernement, Ouais. aurait aujourd'hui 2000 dollars. OK? Voilà. Donc, c'est donc dire que ce dollar-là de 1932, disons, a perdu 99% de sa valeur. Alors, c'est complètement hallucinant. C'est hallucinant. C'est
Et je peux La même, grande... Oui, vas-y. je peux même t'ajouter que c'est pas nouveau là, que l'or a un pouvoir d'achat stable. Parce que les gens ont de la difficulté à comprendre que c'est pas l'or qui prend de la valeur quand l'or bouge. C'est la monnaie qui perd de la valeur. C'est ça qui est important de savoir. Les graphiques de calcul de la valeur du pétrole, mettons, en or, là, sont relativement stables à travers depuis la fin du 19e siècle, là, quand le pétrole est devenu une commodité et tout ça. Ben, les graphiques sont assez stables. Et le meilleur exemple, c'est l'édit de Dioclétien de Rome en 301 après Jésus-Christ. Euh, c'est les prix en or, si on les rapporte à aujourd'hui, de cet édit-là, qui dictait un paquet de prix. Dans le fond, il y a, il y a un édit pour fixer des prix à cette époque-là. Hein. C'est nouveau parce que dans le fond, il y avait justement, il y avait dévalué la monnaie en fou. Fait que là, Dioclétien, il a dit, ben nous autres, on va gérer ça, il faut qu'on va fixer des prix. Donc, dans cet édit, et ça marche hein, tellement bien, tout le monde sait ça. En fait, non, hein, en passant, ça ne marche pas du tout. Donc, dans cet édit-là, on liste des prix en or pour une livre de viande qui était genre 5 une livre de bœuf, 5 une pinte de bière, 2 puis une pinte de vin, un litre de vin, 9 puis là, si on compare en prix de l'or, mettons en grammes d'or, comparé aujourd'hui, les prix que je viens de te dire, 2 5 machin, c'est les prix d'aujourd'hui en or. Ben, en tout cas, je vais juste dire de même. Si on calcule comment c'était calculé en or dans ce temps-là, puis on compare au prix d'aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? 5 Hmm. piastres pour une livre, 2 piastres pour une bière, puis 9 piastres pour un litre de vin. C'est la même chose. Donc, c'est dire que même presque 1800 ans, ben, puis en passant aussi, c'est des denrées qui sont simples. Tu sais, la bière, on la fait pareil comme on la faisait à l'époque. Le vin, c'est la même chose. Puis la viande, ben, c'est une vache qui broute. Hein? Donc, tu sais, c'est pas évidemment, j'imagine, faire un avion en 1960, ça devait coûter un prix différent dans 2023. Là. De un, les avions ne sont pas pareils, puis de deux, les techniques se sont améliorées. Mais pour ces denrées-là, ben, c'est simple de comparer parce que les techniques sont exactement pareilles et depuis cette époque-là, les prix en or n'avaient pas changé. Donc, je trouve que l'or est une bonne unité de mesure pour comparer les variations de prix à travers le temps. Puis là, ben, on vient de parler de 1928, qui était l'équivalent de 2000 puis qui est l'équivalent de 2000 aujourd'hui. Puis on pourrait juste ajouter qu'une maison en 1928, ça valait peut-être 2000 puis aujourd'hui, une maison, on peut même pas acheter une maison à 200 000 Fait que ça donne aussi exactement la même ordre de grandeur. On est d'accord? Mhm. Ça fait du sens de comparer ces prix-là avec l'or. Donc, ça nous permet de voir, comme tu as si bien dit, que la monnaie, le dollar US a été dévalué d'à peu près 99%. Et dernier point pour ça, je te dirais que c'est tout à fait normal. Si on a 2 d'inflation par année, on ne peut pas s'attendre à autre chose après 50 ans. Hein? Puis là, je ne fais même pas d'intérêt composé. Là, je fais juste 50 fois 2. 50 fois 2, ça fait combien? 100. Fait qu'après après 50 ans, si tu as 2 d'inflation par année, ta monnaie, elle a perdu toute sa valeur. Hein? C'est simple. Effectivement. Fait Effectivement. qu'imagine J'aime bien 100 ça. ans. Voilà. Donc là, on vient de parler beaucoup du dollar américain qui a été dévalué à travers le temps. Un élément que j'avais remarqué dans les vidéos que tu as créées, c'est que la plupart des pays qui ont précédé les États-Unis et qui avaient eux aussi une monnaie de réserve mondiale ont pris la décision de ne pas dévaloriser, d'évaluer, devrais-je dire, leur monnaie de réserve. Alors pourquoi les États-Unis, eux, le font alors que les pays précédents, comme par exemple les Pays-Bas ou l'Espagne, ont décidé de ne pas dévaloriser, d'évaluer leur monnaie de réserve? Oui, c'est assez simple en fait. C'est tout simplement parce qu'à l'époque des autres monnaies de réserve, les gens avaient une liberté de choisir leur propre monnaie. C'est tout simplement ça. Donc, les États ne voulaient pas dévaluer cette monnaie-là internationale ou monnaie de réserve qui servait beaucoup à leur commerce international parce qu'ils avaient peur que les gens allaient la délaisser parce que n'importe qui pouvait choisir n'importe quelle monnaie. Les gens avaient le choix. Là, aujourd'hui, on n'a pas le commerce international n'a pas vraiment le choix.
de faire des transactions en dollars américains. C'est ce qui domine le commerce international. Puis il y a le principe des pétrodollars aussi qui est super important. L'hégémonie des États-Unis est basée là-dessus. Donc, ils ont des bases militaires un peu partout dans le monde pour s'assurer que le pétrole est bien échangé en dollars. Et là, c'est en train de s'effriter. C'est frité, on l'a vu là, récemment. Il y a plein de pays maintenant qui sont à l'aise de dire qu'ils vont faire transiger le pétrole en une autre devise, mais il y a encore 10 ans, personne ne faisait ça. Hein. Quand quelqu'un disait qu'il allait transiger le pétrole dans une autre devise, il se passait des choses un peu étranges dans leur pays. On ne vous donnera pas d'exemple, je ne sais pas si ça a été prouvé, mais j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête dans les 30 dernières années où des gens ont dit, ah, on va transiger notre pétrole en or ou en euros ou en une autre devise. Puis ces gens-là n'étaient plus à la tête du pays un peu après. Et là, ça semble avoir changé parce que ça se discute ouvertement. Donc, on va peut-être assister éventuellement à ce changement de paradigme où il y aura peut-être une autre monnaie de réserve. Et donc, pourquoi jadis les pays qui avaient la monnaie de réserve ne voulaient pas le faire? Ben, c'est qu'ils jugeaient que de, de briser la qualité de leur monnaie de réserve, ça allait nuire à leur commerce international plus que ce qu'ils allaient gagner en profitant de l'inflation de cette monnaie-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en faisaient pas d'inflation. Le meilleur exemple, c'est l'Espagne, avec les maravédis qu'on a parlé tout à l'heure. Ben, en Espagne, la population était pris dans le pays. Ils ne pouvaient pas choisir la monnaie, ils ne pouvaient pas s'en aller. Donc, ben, ils ne pouvaient pas s'en aller. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y avait pas le choix d'utiliser la monnaie du pays. Donc, ils pouvaient donner à cette population-là des maravédis puis les diluer. Mais le dollar espagnol, ça c'est une copie d'un dollar espagnol euh, de l'époque. Ben, ça, les gens qui commerçaient à l'international, ils avaient tout à fait le droit de choisir un dollar espagnol ou une autre devise en argent qui allait être plus stable. Donc, les pays n'avaient pas intérêt à modifier, sinon ils allaient perdre ce privilège d'avoir la monnaie de réserve mondiale. Les exemples sont après la chute de Rome. Rome était une autorité qui a géré la monnaie pendant des siècles, littéralement. Une fois que la chute de Rome est arrivée, donc autour du 5e siècle, ça a commencé 3e, 4e, 5e siècle. Après ça, c'était un peu n'importe quoi la monnaie. Là. Il y avait toutes sortes de monnaies, tout le monde émettait de la monnaie. De toute façon, c'était basé sur des métals précieux. Fait que c'était juste des métaux étampés. Et jusque, disons, à la Renaissance, au 13e siècle, où là, les États-cités de l'Italie ont décidé de créer des pièces de monnaie en or qui étaient stables. Donc, le florin a été stable pendant des siècles. Donc, le premier exemple, le premier retour à une monnaie dure, une monnaie stable, c'est le florin à Florence, à la Renaissance, au 13e siècle. Et cette pièce-là a été copiée partout en Europe, donc avec les mêmes standards, la même qualité d'or, le même format, le même poids. Il y avait le Ducat aussi à côté, à Venise, qui était l'équivalent. Et donc, ces cités-là, c'est toujours des petits États, OK, qui avaient qui étaient le centre du commerce international. Euh, après les États-cités de l'Italie, c'était l'Espagne, puis le Portugal aussi, à cause de l'âge des découvertes. Dans le fond, ils sont devenus des puissances mondiales, puis ont voyagé à travers le globe pour trouver des ressources, des nouvelles richesses sur des nouveaux territoires. Quand l'Espagne a fait défaut, parce qu'éventuellement l'Espagne a fait défaut, le roi a renié ses dettes, je pense que les gens ont perdu confiance, puis ça s'est passé plus dans les Flandres, dans les Pays-Bas, où d'ailleurs les premières banques centrales ont été inventées. Donc là, on est rendu à peu près au fin du 16e, non, 17e siècle, donc 1600 quelque chose, 1609 en fait, la Banque d'Amsterdam. Et ce qui est intéressant, là, c'était le gulden, qui était la monnaie de réserve, parce que les Pays-Bas sont devenus une espèce de centre du commerce mondial et c'est là que la monnaie scripturale a comme été inventée. Donc, la monnaie de réserve à cette époque-là, c'était pas nécessairement le gulden en tant que tel, c'était vraiment
c'était vraiment les comptes dans la Banque d'Amsterdam. Donc, tout le commerce international commençait à se faire dans des comptes. C'est là que la monnaie scripturale, donc la monnaie écrite dans des livres, est apparue. Dans des livres, je dis dans des grands livres, dans les livres de comptes, dans des registres. Après ça, c'est passé en Angleterre. C'est la Banque d'Angleterre qui est devenue le centre du commerce mondial. Et c'est drôle, ça s'est joué un peu par une espèce de soap opera politique, là. Il y a les Pays-Bas ont gagné une guerre, puis ils ont placé un des leurs à la tête de, de, de l'Angleterre, puis finalement, au final, c'est l'Angleterre qui a eu qui a pris le dessus après, puis qui a volé la monnaie de réserve Puis ça, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les gens ont choisi, là, à travers tout ce temps-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Hey, maintenant, la monnaie de réserve, c'est telle affaire. C'est pas ça qui s'est passé. C'est que les compagnies, les commerçants, tout ça, ont décidé de migrer leur compte, littéralement, de la Banque d'Amsterdam à la Banque d'Angleterre. D'ailleurs, tout ça, c'est raconté dans le livre Layered Money, que j'ai participé à la traduction, La monnaie pyramide de Nick Batia. C'est Layered Money en anglais. C'est super intéressant. C'est tout expliqué ça là-dedans. En fond, c'est les naissances. Ça explique la naissance des banques centrales, la naissance des systèmes bancaires. C'est passionnant. Et justement, ça explique là-dedans euh, euh, dans le fond, des États-cités jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, disons, l'évolution là, de tout ce système-là bancaire, banque centrale, et c'est passionnant de savoir ça. On comprend d'ailleurs avec ce livre-là le passage de la monnaie en espèces, de ça ici, à la monnaie papier. 100%. On comprend comment ça s'est fait, que c'est un subterfuge, en fait. C'est un peu la Banque d'Angleterre qui a mis le clou euh, en empêchant les banques ne pouvaient plus émettre leurs propres billets adossés à des pièces. C'est la Banque d'Angleterre qui avait les pièces. Puis c'était les billets des banques pouvaient juste être des banques privées pouvaient juste être voyons, remboursées Retransféré en en billets. or. Ouais. Non, Ah, en argent de la Banque centrale, puis elle avait le contrôle sur l'or. Donc, ils ont comme relayé les autres billets Ils ont pris le monopole, en fait, là, de tout ça. C'est là c'est là que ça a commencé. Puis, dans le fond, c'est là aussi qu'ils ont eu des premiers run on bank, dans le fond, les paniques bancaires. Et c'est là qu'ils ont inventé le prêteur de dernier recours. Parce que là, à un moment donné, les gens se disent Hey, est-ce que la banque a assez de pièces pour couvrir tous les billets que. Puis, ben, ça faisait euh, avais-tu déjà remarqué que Mary Poppins, c'est ça, le film Mary Poppins, c'est l'histoire d'une panique bancaire. Le petit garçon, il cause une panique bancaire avec sa pièce qu'il ne veut pas donner à la banque. Puis là, la banque a dit Ah, il veut pas y redonner son argent. Fait que là, tout le monde dit Je veux mon argent, je veux mon argent. Puis ça fait une panique bancaire. Puis il y a ça dans Mary Poppins. J'avais pas réalisé ça quand j'étais jeune, évidemment. Puis je l'ai écouté avec mes enfants récemment. Puis j'ai dit Ah, mon Dieu, OK, c'est une démonstration de c'est quoi une panique bancaire en Angleterre. Voilà. fait que, de ce que je comprends, c'est que la monnaie, en fait, la monnaie est un consensus social. Donc, dans le cas des États-Unis, par exemple, qui ont la monnaie de réserve présentement, la monnaie de réserve mondiale, si ce consensus social s'effrite, bien le sort qui est réservé au dollar américain, c'est le même que celle des monnaies de réserve mondiale qui l'ont précédé. Tout à fait. Oui, parce que si les gens venaient qu'à pouvoir choisir leur propre monnaie de réserve mondiale, il n'est pas dit qu'ils ne vont pas choisir autre chose. Est-ce qu'ils vont choisir la nouvelle monnaie des BRICS? Est-ce qu'ils vont choisir l'or? Est-ce qu'ils vont choisir Bitcoin? Est-ce qu'ils vont choisir la monnaie d'un autre pays? On ne sait pas. Ben d'ailleurs, à ce sujet-là, on voit déjà que beaucoup de gros acheteurs de bons du Trésor américain ont changé de cap dans les derniers mois, années. La Chine, le Japon en achetaient beaucoup, puis là, ils en vendent, hein, c'est ça en ce moment. Donc, il y a déjà quelque chose. En plus de la défiance envers les pétrodollars, on a
des mouvements très clairs de certains pays par rapport à la confiance qu'ils ont sur les bons du Trésor américain. Donc, c'est peut-être ça qu'on est en train de voir. Tu sais, quand je parlais d'entreprises qui migraient vers une autre technologie bancaire, de la Banque d'Amsterdam à la Banque d'Angleterre, c'est peut-être ça qui se passe en ce moment. On voit en fait que ben, avant, les CPI-là avaient un avantage d'acquérir les, euh, les actifs les plus sûrs sur la Terre, qui sont les bons du Trésor américain. À cette époque-là, c'était les actifs les plus sûrs. C'est ça la base de la monnaie, en fait. La base du dollar américain, c'est les bons du Trésor américain. Mais là, aujourd'hui, c'est en train de changer, peut-être à cause de ce qu'on a vu, où les taux d'intérêt sont montés tellement vite que les bons du Trésor sont discountés, je ne sais pas comment on dit ça en français, discountés, mais Escompté. escomptés exactement énormément parce que les taux ont augmenté. Donc, le bon du Trésor que tu as qui était à 1 ben, tu ne peux pas le vendre le même prix qu'un bon du Trésor récent qui est à 5. Donc, ça fait baisser la valeur des Des bilans de actions. toutes ces Exact. organisations-là. Puis c'est un vrai problème. Puis que les gens se disent, oh, pas là, on a l'actif le plus sûr sur la Terre, puis on a un problème avec cet actif-là. Donc, tu sais, Dès que c'est ça a un des... perdu 10, 15 ou 20 évidemment, il y a une crise de confiance ou une perte de crédibilité de l'émetteur Exactement. de cette monnaie-là, essentiellement, parce que, comme tu l'as dit, c'est la monnaie de base. Donc, c'est ce qui est Exact. au-dessus ou au sommet de la pyramide. Puis ceux qui ne sont pas familiers, il faut juste comprendre, les billets, à la fin, ils vont pouvoir disons que tu as 1000 $ en bon du trésor, tu vas pouvoir avoir ton 1000 $ à la fin. Là, c'est pas que, tu vas pas avoir 800, mais si tu veux le vendre aujourd'hui pour avoir des liquidités, tu ne pourras pas le vendre 1000 $, tu vas être obligé de le vendre à rabais à 800 $ et ça fait baisser la valeur. Mais le bon en tant que tel, il va valoir son bon plus son coupon à la fin sans problème. Là. C'est toi, dans une autre discussion qu'on a déjà eue, qui m'a dit on garantit le montant que tu vas recevoir, mais pas le pouvoir d'achat du montant que tu vas recevoir. Exactement. On te garantit, par exemple, le 1000 $ de ton obligation. Par Ouais. contre, est-ce que ce 1000 $ va être en mesure de te fournir le même pouvoir d'achat que tu avais lorsque tu l'as acheté il y a, je sais pas moi, 5, 6, 7 ou 8 ans? Ben, probablement pas. Puis la raison de ça, c'est en raison de l'inflation qui est créée après année, qui vient dévaloriser la valeur de cette obligation-là. Puis le coupon vient même pas compenser pour Ben non. l'inflation qui est créée, la dilution du pouvoir d'achat des détenteurs de ces actifs-là. Ouais. Donc, si on revient à l'inflation, Oui. tantôt, on parlait, bon, inflation, historiquement, c'est l'expansion de la masse monétaire. Là, on a un peu perverti cette définition-là pour parler plutôt de la hausse des prix. Euh, et là où je veux aller avec ça, c'est malgré la présence d'inflation dans l'économie. Donc, malgré le fait que parfois les gouvernements augmentent ou font gonfler la masse monétaire dans l'économie, ça ne va pas nécessairement créer de hausse de prix généralisée. Non. Alors, pourquoi finalement? Pourquoi l'impression monétaire ou l'expansion monétaire, devrais-je dire, ne se transforme pas toujours en hausse de prix généralisée? Ouais. C'est la question la plus importante de notre discussion. C'est ce qui est probablement le plus mal compris. C'est ce qui va probablement ouvrir le plus de yeux dans nos auditeurs. C'est tout simple. Il y a souvent beaucoup de gens qui vont dire justement qu'ils vont décrier les théories de monétaristes dans un sens de dire l'expansion de la masse monétaire va causer une hausse de prix. Ils vont dire, regardez, en 2008, on a imprimé énormément de monnaie pour sauver les banques. Puis après ça, on a eu une décennie, même 2 décennies, presque sans inflation. Donc, ça prouve que j'ai entendu plein de fois, j'ai lu dans plein de livres, les monétaristes avaient tort. Ils se sont trompés. Voici la preuve. 2008, la crise de 2008, et après, c'est la preuve de tout ça. En fait, non, absolument pas. C'est pas vrai, ces faits-là. Pourquoi il n'y a pas eu d'inflation? Je peux vous l'expliquer. De un, c'est pas l'inflation qu'on calcule, ben, qu'on utilise dans ces discussions-là, c'est la mesure de l'indice de prix à la consommation. Et pour moi, c'est pas l'équivalent de l'inflation. Voici pourquoi. Dans la mesure de l'indice du prix à la consommation, on n'inclut pas l'immobilier, on n'inclut pas le marché d'équité, les actions. OK? Donc, si on imprime beaucoup d'argent, puis que on met tout cet argent-là dans l'immobilier. Les gens, disons qu'il y a beaucoup de création monétaire par les banques privées d'hypothèques.
si cet argent-là, ben, si elle va juste pour acheter des maisons, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir plus de demandes, il va y avoir plus de guerre de prix dans l'achat des maisons. Les maisons vont monter en prix, mais ça, on ne tient pas compte de ça dans le calcul de l'IPC. Les prix, il y a comme une espèce de prix de loyer moyen calculé, mais si les maisons doublent en prix, le calcul qu'on prend en compte des loyers des gens, ben, ce que ça coûte pour vivre dans une maison ou dans un loyer, ça ne tient pas du tout compte de cette augmentation-là. Donc, ça, c'est une des façons que l'argent qui a été créé peut aller dans un marché d'actifs, puis ne pas impacter le calcul de l'indice du prix à la consommation. Donc, si demain matin, on dit aux gens, ben, si on crée plein d'argent, des milliards de dollars pour créer des hypothèques, puis ça va dans le marché de l'immobilier, mais on ne va pas le mesurer dans l'indice du prix à la consommation. C'est une des façons que l'argent peut aller dans l'économie sans affecter le calcul de l'inflation du gouvernement qui est l'IPC. Ensuite, si l'argent, même principe, si l'argent va dans le marché des actions, ben, ça ne cause pas non plus d'inflation calculée en IPC parce que on ne calcule pas du tout les actions dans le calcul du prix à la consommation. Et aussi, cet argent-là peut juste rester dans le bilan des banques. Donc, des fois, pourquoi comme en Comme en 2008, c'est ça 2008. qui est arrivé. Exact. On a créé beaucoup d'argent, mais on l'a juste laissé dans le bilan des banques. C'était juste pour s'assurer que les ratios fonctionnaient puis que les banques ne fassent pas faillite, tout ça. Mais cet argent-là, les banques n'ont pas nécessairement prêté. Donc, il n'est pas allé dans l'économie. Donc là, je viens de vous dire trois. Donc, c'est ça qui est très. C'est ça qui est pas. C'est ça qui me dérange dans l'analyse des gens qui sont contre cette théorie-là, que l'augmentation de la masse monétaire cause l'inflation. Ceux qui sont contre, ils vont te donner des exemples comme ça, mais ce qu'ils réalisent que pour que ça apparaisse dans leur calcul de l'inflation, il faut que l'argent aille dans, je sais pas moi, l'alimentation, dans des biens à la consommation qu'on calcule dans ce fameux panier de biens qui est la mesure de l'IPC. Donc, si l'argent reste dans le bilan des banques, on a beau en imprimer 300 milliards, ben, ça ne causera pas d'inflation si elle reste dans le bilan des banques. La quatrième raison, c'est ça, c'est la théorie de la Modern Monetary Theory, donc la MMT qui m'a appris ça. J'ai étudié beaucoup cette théorie-là. Essentiellement, cette théorie-là dit que les gouvernements devraient pouvoir créer la monnaie qu'ils ont besoin parce que, en fait, l'économie, c'est limité par les vraies ressources dans l'économie. Donc, on pourrait littéralement créer de la monnaie comme on en a besoin pour gérer notre gouvernement. Puis, c'est les vraies ressources qui limitent, puis que ça ne va pas causer d'inflation. C'est quand, comme on dépasse les capacités de l'économie, que ça crée de l'inflation. En passant, eux, dans le fond, les taxes, c'est utilisé pour faire baisser l'inflation puis faire une demande pour la monnaie. Dans le fond, pour eux, c'est important. Parce que là, si on dit on peut imprimer autant d'argent qu'on veut, on va dire ben, on n'a pas besoin de taxer le monde. Ah ben non, il faut taxer le monde parce que ça va enlever de l'argent dans le système. Fait que ça va amoindrir l'inflation et ça crée une demande pour la monnaie. C'est comme tu es obligé de payer tes taxes, ben, les gens vont avoir besoin de la monnaie, fait que ça crée une demande pour la monnaie. Fait que ça, c'est un peu la base de leur théorie qui est super intéressante, mais je n'adhère pas du tout à leur concept. Mais ils m'ont appris une chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que si vous pouvez mettre des trillions de dollars, disons, exemple aux États-Unis, trillion, ça n'existe pas en français, c'est 1000 milliards. Là. On pourrait mettre 2000 milliards d'argent dans le complexe militaro-américain aux États-Unis, ça ne causerait pas d'inflation. Pourquoi? Parce qu'il est capable de l'absorber. Si un secteur d'économie est capable d'absorber l'argent qu'on va mettre dedans, mais ça ne va pas créer de rareté ou de trop d'offres, débalancer l'offre par rapport à la demande. Fait que ça, c'est pas supposé, selon leur théorie, c'est pas supposé de causer de l'inflation. Donc, je vais revenir ça à l'envers. Si vous mettez 1000 milliards de dollars pour construire des routes aux États-Unis, puis votre budget de l'année d'avant, c'était 500 milliards. OK? Ben, il y a peut-être juste assez de compagnies de construction de routes aux États-Unis pour avoir absorbé un budget de 500 milliards. Si vous doublez le budget, vous n'aurez pas plus de travail de fait parce qu'il n'y aura pas plus de ressources. Tout ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir moins de compétition, trop de demandes par rapport à l'offre, puis les prix vont monter, puis vous allez en avoir moins pour votre argent. Donc, ça fait quand même du sens, leur logique de dire que si un secteur est capable d'absorber toute la monnaie, ça ne devrait pas causer d'inflation. Fait que là, on retombe un peu d'un principe de l'offre et la demande, là, mais je trouvais ça bien intéressant de la façon qu'il expliquait. Puis le meilleur exemple de tout ça, c'est le Japon. C'est très connu dans le domaine que la Banque du Japon imprime énormément
de monnaie. Et ça cause, il y a pas beaucoup d'inflation au Japon. C'est encore un des poster boys, dans le fond, de ces théories-là, que imprimer de la monnaie, ça ne cause pas d'inflation. Mais c'est tout simplement que l'argent ne va pas nécessairement dans ce qui est calculé pour l'indice du prix à la consommation. Là-bas, l'argent va probablement dans l'immobilier, dans l'épargne, dans les actions et dans des secteurs qui peuvent l'absorber. C'est ce qui expliquerait pourquoi le Japon n'a pas beaucoup d'inflation. Dernier point, je vais expliquer la différence entre la création monétaire et l'impression monétaire. L'impression monétaire, c'est quand c'est la banque centrale qui crée de la monnaie de banque centrale que les banques privées utilisent. La création monétaire, c'est quand les banques privées créent de la monnaie, donc en faisant des prêts, en faisant des hypothèques. Ça, c'est une autre création monétaire. La banque ne prend pas l'argent de quelqu'un d'autre pour vous prêter, pour vous acheter une maison. Elle crée la monnaie de toutes pièces. Avant, il y avait des ratios de Des ratios réserve. obligatoires, ouais. Ouais, ça a été complètement enlevé. Par contre, ça veut pas dire que ça veut pas quand même pas dire que les banques peuvent créer autant d'argent qu'ils veulent parce qu'ils ont quand même des obligations. Il faut qu'il y ait, faut pas qu'il y ait une crise de liquidité. Il faut pas qu'ils soient pas capables de, parce que des fois, il faut qu'ils prennent la. OK. Un fait super intéressant. Savais-tu que la monnaie qui est créée par la Banque nationale, ça vaut rien pour la Banque Laurentienne ou la Banque de Montréal? C'est, c'est, les chiffres qu'il y a dans la base de données de la Banque nationale, là, la banque, la Banque royale, elle ne va pas les accepter. Là. Ce qu'elle veut, elle, c'est de l'argent de banque centrale. Il y a comme deux sortes de monnaie. Il y a la monnaie détail euh, qui est dans les comptes de banque, mais quand les comptes de banque, ils s'échangent la monnaie, ils s'échangent la monnaie de banque centrale. Fait que ça, il y a Oui, quand même une absolument. limite. Il y a quand même une espèce de limite, mais au final, les banques peuvent littéralement créer autant d'argent qu'ils veulent, sauf qu'ils sont limités, dans le fond, par une espèce de besoin de liquidité. S'ils se mettaient à en trop créer, ben, à un moment donné, il manquerait dans le fond, une banque là, qui a un paquet d'entreprises qui partagent des comptes, qui s'échangent la monnaie, ben, ça ne sort jamais. Si ça reste dans la banque, ben, il n'y a pas besoin d'avoir la monnaie de banque centrale pour faire l'échange avec les autres. Donc, tout ce que je voulais souligner, c'est que le concept de création monétaire, c'est chez les banques privées. Nous, c'est avec ça qu'on fait affaire. Au niveau de l'impression monétaire, c'est quand la Banque centrale crée de la monnaie de banque centrale qu'elle offre aux banques privées comme espèce de coussin, dans le fond, dans leur compte pour pouvoir, eux, créer de la monnaie après puis s'échanger la monnaie de banque centrale. Voilà. Oui, puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que peu importe là, si c'est de la création monétaire, donc via les banques privées, ou de l'impression monétaire, donc via la banque centrale, dans les deux cas, ça crée de l'inflation, ça vient gonfler la masse monétaire, mais cette inflation-là ne va pas se répercuter de la même façon. Lorsqu'une banque centrale, puis là je reviens un peu sur ce que tu as dit, David, Oui, lorsqu'une banque centrale imprime de la monnaie, lorsque cette monnaie reste captive dans le système financier, ça ne va pas créer d'inflation dans l'économie. Et le meilleur exemple de ça, c'est 2008. La Banque centrale a créé des centaines de milliards, même des milliers de milliards, pour acheter des actifs qui étaient détenus sur le bilan des banques qui étaient dépréciés. Et oui, l'argent a été mis dans les réserves bancaires. Les réserves bancaires n'entrent jamais dans l'économie. Elles restent au niveau de la banque centrale. oui, Donc, ça ne peut pas créer d'inflation dans l'économie. voilà. Lorsque la création monétaire du côté de la banque centrale crée de l'inflation dans l'économie, c'est lorsqu'il y a une coordination entre le pouvoir fiscal et le pouvoir monétaire. Comme on a vu, Voilà. par exemple, durant la crise financière, lorsque le gouvernement se met à émettre des centaines et des centaines de milliards en obligations et qu'il n'y a pas d'acheteurs sur le marché pour cette quantité immense d'obligations, c'est la Banque centrale qui entre en jeu. Elle utilise bien sûr son pouvoir de prêteur de dernier ressort. Donc, lorsqu'il n'y a plus personne pour acheter, c'est elle qui prête. Elle prête au gouvernement. Le gouvernement, par ses programmes sociaux, ses programmes fiscaux qui visent à soutenir ou à aider les citoyens ou à donner des cadeaux, peu importe, va envoyer, par exemple, on l'a vu au Québec, mais c'est la même chose au fédéral avec la PCU, etc., va envoyer des chèques aux citoyens et les citoyens vont les dépenser dans l'économie. Et là, justement, ça crée une demande pour les biens et services et ça crée l'inflation au niveau de l'IPC. C'est Mais ça. les deux autres méthodes vont pas nécessairement créer de l'inflation au niveau de l'IPC, mais vont créer de l'inflation dans la mesure où il y a plus de monnaie qui circule dans l'économie
et ben, chaque unité qui existait avant cette création monétaire vaut moins. Donc, juste un petit récapitulatif sur ce que tu nous as dit. Parfait. Tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est très bien résumé. Puis là, je reviens sur ce que tu nous as dit un peu plus tôt. Tu nous as dit, même en début de vidéo, tu nous as dit, bon, parfois, il y en a qui disent que Beyoncé ou Taylor Swift va créer l'inflation. Mais bon, si on revient un peu plus dans le concret, ce qu'on nous a dit au courant des derniers mois, des dernières, je dirais, peut-être 2 années, l'inflation a été causée par deux choses. A été causée par la pandémie et a été causée par la guerre en Ukraine. Et là, j'aimerais que tu nous expliques, est-ce que ces deux événements peuvent créer de l'inflation? Excellente question. Puis c'est là que ça va me permettre d'introduire les trois concepts qui sont complètement différents, puis qui fait que personne ne comprend ces sujets-là, puis personne n'est capable d'en discuter parce que les gens parlent de trois concepts différents, puis mettent tout ça à la même place. L'inflation, ça contient les trois concepts suivants. L'inflation, qui est la hausse généralisée des prix. Les hausses de prix, qui sont juste des hausses des prix sectorielles pour un produit ou pour un secteur en particulier d'économie, et le niveau de vie. Donc, tout ça n'est pas synonyme. Okay? Donc, pour répondre à ta question, non, une pandémie, ça ne cause pas d'inflation. Une pandémie, ça cause des hausses de prix sectorielles et ça cause potentiellement une baisse généralisée, une baisse du niveau de vie. C'est si on arrête, si on arrête l'économie pour des raisons pandémiques, bien évidemment, le niveau de vie devrait baisser parce que les gens vont moins travailler, puis on va avoir bris de chaîne d'approvisionnement, tout ça. Donc, on va avoir une baisse du niveau de vie, on va avoir des hausses de prix dans certains secteurs. Mais la seule façon d'avoir une hausse généralisée des prix, c'est si on ajoute de l'argent dans le système. Je vais vous expliquer ça le plus simplement possible. Disons qu'on a deux choses qui se passent. On a une hausse du prix d'énergie, du pétrole, de l'électricité. Donc, ça coûte, je ne sais pas moi, 100 de plus par mois pour les gens pour leur énergie. En plus, on a une rareté du logement. On a eu beaucoup de prêts hypothécaires qui ont fait monter les prix des maisons. Donc, les prix des maisons, des logements augmentent. Au lieu d'un logement à Montréal, au lieu de coûter, je ne sais pas moi, avant, ça coûtait peut-être 1 200 un 4,5, maintenant, ça coûte 2 000. Bon, on va dire que c'est 800. Les gens, les gens ont 1 000 de moins d'argent dans leur budget parce qu'ils payent 200 de plus en énergie et ils payent 800 de plus en loyer. On passe sur cette base-là. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir à couper quelque part. Fait qu'il y a des secteurs de l'économie qui vont avoir une déflation. Il va y avoir moins de demandes dans certains secteurs, je ne sais pas moi, dans les voyages, dans le divertissement, dans l'alcool, dans, tu sais, name it, des choses qui ne sont pas essentielles. Donc, des biens que les gens pourront décider de ne plus acheter. Il va nécessairement avoir moins d'argent à cet endroit-là. Donc, on devrait assister à des baisses de prix dans ce secteur-là. La seule façon où ce que tu peux avoir des budgets, des gens ont moins d'argent, disons 1 000 de moins dans leur budget, puis que les prix restent tout égaux, c'est si tu ajoutes de l'argent dans le système. Comment tu ajoutes de l'argent dans le système? Avec des chèques gouvernementaux, avec des aides gouvernementales, avec les cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est la création monétaire pure et simple. Dans le fond, tu fais juste financer, continuer à financer tes mêmes dépenses que tu avais avant à l'aide des cartes de crédit. La journée où ce que ça arrête, qu'il n'y a plus de nouveaux crédits, je ne sais pas, les gens sont tous à leur limite, puis il n'y a plus personne qui crée du crédit, bien là, tu peux voir des baisses, là, tu devrais voir des baisses de prix parce qu'il n'y a pas de nouvelles créations monétaires. C'est un peu ça que la Banque centrale essaie de faire en passant en ce moment, en montant les taux. Elle essaie d'arrêter la création de crédit pour qu'il y ait moins de monnaie, pour que les gens aient moins d'argent, puis qu'ils dépensent moins. J'ai fait une blague tantôt plutôt avec Christine Lagarde qui, ben pas une blague, j'ai cité Christine Lagarde qui disait qu'on devait être plus heureux d'avoir un travail que d'avoir de l'épargne. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est ça qu'un peu que les banques centrales font. Quand l'économie va pas assez bien, ils veulent créer plus de jobs pour que ça aille mieux. Mais quand il y a trop d'argent dans l'économie, ils veulent qu'il y ait du chômage, littéralement, pour que les gens aient moins d'argent à dépenser, pour que les prix baissent, pour contrôler l'inflation. Donc, ce que je trouve un peu étrange, c'est que les gens vont dire que l'inflation, ça n'a pas rapport. Quand je dis les gens, je dis, mettons, les économistes gouvernementaux, mainstream, les médias vont souvent blâmer autre chose que l'impression monétaire. Mais leur outil pour gérer ça, c'est la masse monétaire. Parce que ce qu'ils veulent faire en augmentant les taux d'intérêt, c'est rapetisser la masse monétaire. Donc,
je veux dire, d'un côté, ça prouve un peu que c'est tout à fait lié avec la masse monétaire. Donc, si je fais un wrap-up, euh, euh, non, des événements comme une guerre, puis des hausses de prix d'énergie quand l'OPEP décide de baisser sa production, quand on ferme des usines nucléaires pour acheter du gaz en Russie, mais là, il y a une guerre, fait que là, l'Allemagne a de la difficulté à s'approvisionner, fait que les prix d'énergie montent. Ben, tout ça, c'est pas ça de l'inflation. Ça, c'est des hausses de prix, puis un baisse du, voyons, voyons, un effondrement du niveau de vie. Probablement que les Allemands ont un moins bon niveau de vie qu'ils avaient avant. Euh, mais ça, c'est pas de l'inflation. Tu peux avoir pas d'inflation, mais des hausses de prix sectorielles, une baisse du niveau de vie. Mais si tu prends tous les prix, l'immobilier, les actions, la mesure de l'IPC, tout at large, tu vas voir que les prix n'auront pas nécessairement monté parce les gens ont moins les moyens de dépenser at large. Donc, les prix des maisons devraient baisser. Tout ça devrait avoir un peu une déflation qui va compenser pour les hausses de prix au niveau de l'énergie au niveau, c'est quoi j'ai dit pour eux, au niveau du logement, mettons, éventuellement, avant que ça baisse. Donc voilà, c'est que c'est trois concepts différents que tout le monde mélange. Tu es d'accord que quand les gens parlent d'inflation, ils parlent tout le temps hausse de prix, baisse du niveau de vie et l'inflation. Ces trois sujets-là sont totalement mélangés par les économistes, par la population et ainsi de suite. Ouais, Voilà. absolument. Même moi sur ma chaîne, parfois, ben, souvent, tu sais, fondamentalement, mes croyances, c'est que l'inflation, c'est une expansion de la masse monétaire, mais souvent, lorsque je fais mes vidéos sur ma chaîne, je l'aborde comme étant la hausse des prix. Bref, je veux dire, Puis même, puis même nous, on sait que c'est la hausse des prix généralisée, mais souvent, on va parler d'inflation, puis on va parler de la mesure de l'IPC qui a été publiée. On va dire, ah, aujourd'hui, le gouvernement a dit que l'inflation était à 3%. Mais là, on ne parle pas de l'inflation, on parle de l'IPC. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Tu sais. Mais je vais dire inflation pareil, parce que là, maintenant, quand je parle sur Twitter, puis je débat avec les gens, à chaque fois que je parle de l'IPC, je marque inflation IPC entre parenthèses. Puis quand je parle d'inflation, je parle de hausse généralisée, je parle d'inflation. Mais déjà là, ça doit être compliqué à comprendre parce que là, la personne de l'autre côté, elle voit que je parle de l'inflation, elle pense que je parle de l'IPC, elle ne comprend pas que je parle de la hausse généralisée des prix. C'est un espèce de discours de sourd parce que personne ne parle la même. la J'essaie même d'être le plus affaire. clair, j'essaie d'être le plus clair possible, mais c'est souvent comme ça on a de la difficulté à s'entendre. C'est à cause de la sémantique, littéralement. Voilà. Vous venez tout juste de terminer le visionnement de la première partie de cette entrevue tournée avec David Saint-Onge qui portait sur l'inflation. La deuxième partie porte sur l'hyperinflation. Si vous avez apprécié la première partie, vous allez certainement apprécier la deuxième partie. Pour la visionner, simplement cliquez sur la vignette qui apparaît à l'écran. Bonne écoute.